Voilà, nous revoilà après cette page de publicité. Je rappelle que nous sommes avec Alain Plaisir, que nous avons l'honneur de recevoir sur une réflexion que nous avons amorcée sur la question de la fiscalité en Guadeloupe. Donc Alain, alors justement revenons sur cette question de... Imaginons, par rapport aux différentes propositions, aux différents rapports. Le rapport Lefebvre, tu as donné tes limites par rapport à cette question. Effectivement, dans le sujet même, il y avait beaucoup de zones d'ombre qui étaient révélées dans le rapport. Toutefois, il y avait une projection qui était faite autour de, je crois, 3 ou 4 milliards, qui pouvait être une question, un budget public expiré. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que tu es dans la même orientation? Oui, parce que actuellement, la région et le département, c'est déjà un peu plus de 2 milliards. Très bien. Bon. Mais nous pouvons avoir des recettes nouvelles. Hein. Nous pouvons avoir des recettes nouvelles parce que on a une grande partie des recettes perçues sur les Guadeloupéens qui vont en France ou en Europe. Donc, si vous êtes autonome, je le disais tout à l'heure, on peut récupérer ça, et ça fait, j'avais dit 800 millions, en gros, on peut dire 1 milliard, puisqu'il y a l'inflation qui fait que les recettes augmentent. Donc, on peut avoir 3 milliards. 3 milliards, ça veut dire 1 milliard de plus que maintenant. Donc, à 1 milliard, on peut faire des choses qu'on ne fait pas maintenant. Donc, voilà. Et ensuite, il y a vous mettez en place un nouveau système, il y a une création de richesse. Création de richesse, parce que maintenant, vous avez... je vais prendre par exemple un hôtel en Guadeloupe. Bon, l'hôtel, il est là, il y a des salariés et tout ça, mais il faut acheter du matériel. Il va acheter des transats et compagnie, mais chaque fois que vous achetez un matériel, vous allez payer une TVA ou autre chose. Vous pouvez très bien aussi décider, dans des secteurs que vous voulez développer, vous allez mettre fiscalité nulle, puisqu'on a beaucoup critiqué l'octroi de mer, mais il faut que les gens sachent que ce sont les élus de la Guadeloupe qui fixent les taux. Tout à fait. Bon, moi, dans mon livre, là, il y a 13 taux. Je dis que c'est trop. C'est trop. Les gens ne se retrouvent pas. Donc, il faut modifier, il faut réformer, mais nous-mêmes, le Guadeloupéens, donc, en ayant les mêmes recettes, au lieu d'avoir 13 taux, vous mettez 4 taux, un taux zéro, c'est-à-dire exonération, parce qu'il y a des entreprises... Moi j'ai aidé une entreprise à avoir une exonération, parce que l'entreprise ne savait pas, à les payer. J'ai dit, tu fais un courrier, tu expliques, tu donnes un certain nombre d'éléments, et ce courrier est arrivé à la région, ils ont étudié son dossier, il a une exonération sur du matériel pour la forêt, pour couper des arbres et tout ça. Donc vous pouvez mettre ça, et il faut informer la population, ce qui ne se passe pas. Ce qui ne se passe pas maintenant, il n'y a pas d'information du public sur la question fiscale. Vous avez des exonérations, les entreprises ne savent même pas qu'ils ont une exonération. Donc ils vont payer. Ils vont payer, mais ils vont payer, l'argent rentre en France. Donc autant que l'argent reste en Guadeloupe. Très bien. Bon, c'est valable pour plein de choses. On va revenir sur la question des communes et leur fonctionnement. Aujourd'hui, l'octroi de mer vient alimenter les caisses des communes. C'est une aberration. Quel est ton avis sur cette déclinaison, puisque l'octroi de mer était censé justement être un levier économique pour pouvoir orienter des politiques, des orientations, on a parlé de petites et moyennes industries qui pouvaient, avec ces fonds, puisque ce sont des fonds issus d'une taxe locale, on aurait pu imaginer que l'octroi de mer puisse financer le développement. Non, mais j'ai entendu, pour dire son nom, Mme Cropé, une lobbyiste, dire ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. L'octroi de mer n'a jamais été... Moi, j'ai écrit un livre sur l'octroi de mer, ce n'est pas son cas. L'octroi de mer a été fait, ça s'appelait avant octroi, parce que ça existait en France aussi. Tout à fait, oui. Entre les villes, quand tu rentrais dans la ville, et à l'entrée de la ville, on payait un octroi. Bon. Donc ça existait en France pendant des années, et c'est par la suite, on a transformé le mot octroi de mer, parce que nous, il y avait la mer entre bon. Et au départ, l'octroi de mer était perçu dans les 4 ports de Guadeloupe, le Moule, Grand-Bout de Marie-Galante, Bastille-Pointe-à-Pitre, et l'argent allait dans ces 4 ports pour financer les équipements, pour mettre en place les équipements. Donc, ça n'a jamais été, comme ça a été dit, pour le développement. Ça a écrit nulle part. Ce n'est pas pour le développement, ça a été pour financer les communes. Ça a été ça. Parce que les communes, comme je le disais,
n'ont pas les mêmes ressources financières que les communes de France. Les communes sont plus pauvres. Bon, donc ça a été comme ça. Et effectivement, il y a en plus, nous avons 40% que les salariés, enfin les gens qui travaillent dans les communes de France n'ont pas. Donc ça fait un surplus dans le dépenses de fonctionnement, puisqu'il faut payer les salariés comme dans n'importe quelle commune de France, mais en plus il faut donner 40%. Bon. Mais personne, enfin, pour l'instant, je ne pense pas qu'il faut remettre en cause les 40%, parce que ça permet aux gens de consommer. Donc, c'est ça. Bon, alors après ils ont mis en place, pendant la décentralisation, donc en 1982, ils ont créé une nouvelle taxe qui s'appelle octroi de mer régional. Donc, il y a l'octroi de mer traditionnel qui existe depuis 1800, de manière officielle depuis 1812, et vous avez donc l'octroi de mer régional qui s'appelait loi additionnelle l'octroi de mer, qui date de la décentralisation. Parce que quand on a créé la région s'est retrouvée, n'avait pas de ressources. Il fallait donc donner des ressources, donc la dotation de l'État, mais ils ont créé un droit qui était 0,5%. Et au fur et à mesure, les élus ont demandé que ça augmente, et maintenant, on est à un taux maximum de 2,5%. Donc, il y a l'octroi. Bon. Et cette partie-là, par contre, peut servir au développement. Oui, mais... peut servir aux... Donc, mais ça, c'est les élus guadeloupéens qui doivent... non, mais alors, justement, ma question, mais la part des communes, c'est pour financer le fonctionnement des communes. Alors, je vais revenir sur mon propos. Moi, je parle de prospective. Je ne veux pas qu'on fasse uniquement d'un état des lieux, parce que nous péchions sortir dans ça. OK? Et état des lieux là, il est catastrophique. Parce que là, l'octroi de mer, pour moi, vient au secours du fonctionnement des communes. Pourtant, tu as parlé de communes plus pauvres. Mais il faut bien remarquer aussi que très souvent, nos communes, il n'y a pas d'optimisation au niveau de la valeur ajoutée créée vraiment dans la commune. On a créé, avec la NOTRé, une communauté des communautés d'agglomération qui devaient normalement agir sur les questions de développement territorial. Mais avant, c'était la commune qui devait gérer ça. Oui, bien sûr. Donc, on était plutôt dans la gestion pure, dans la gestion du citoyen et moins dans le développement. À telle enseigne aussi, si on revient sur la question historique, il ne faut pas oublier aussi qu'avant, très souvent, les maires des communes, c'était souvent des fonctionnaires, des enseignants. Donc, la dimension économique de développer une commune au sens strict, développer une commune pour qu'elle crée elle-même de la valeur ajoutée, comme par exemple Bimao, crée de la valeur ajoutée. Donc maintenant, aujourd'hui, on a des communes qui ont eu aussi un surnombre au niveau des employés, etc. Donc, ce qui fait que le levier développement est un peu il est bloqué. Donc, maintenant, l'octroi de mer vient secourir tout ça. C'est ça que je te posais la question. Est-ce qu'il n'y a pas un dysfonctionnement déjà sur cette taxe qui aurait censé être là pour impulser et non corriger des problèmes? D'accord, je comprends. Non, alors, moi, j'ai fait la distinction entre l'octroi de mer qui est une recette fiscale. C'est comme en France, vous avez la TVA, c'est la première recette fiscale de l'État. C'est plus que l'impôt sur le revenu. Bon, après, il y a des débats pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les recettes. C'est ça, très bien. Alors, il y en a qui vont dire il faut baisser les impôts. Par exemple, les gros capitalistes vont dire on paye trop d'impôts, il faut baisser les impôts. Et d'autres qui vont dire avec cet argent-là, il faut qu'on fasse des écoles, il faut qu'on fasse des hôpitaux. Donc, c'est ça le débat. Est-ce qu'en Guadeloupe, tu as entendu un vrai débat sur comment on gère l'octroi de mer? C'est ça qui manque. C'est-à-dire que ce n'est pas l'octroi de mer qui est une recette, c'est ce qu'on fait avec l'octroi de mer. Tout à fait. Voilà, alors, bien si ça. on fait du clientélisme, parce que tu disais, oui, mais pourquoi les gens ne t'écoutent pas? Mais moi, je tiens le gars de vérité. Je ne vais pas dire aux gens, mais moi, j'ai entendu des gens, j'étais aux élections régionales la dernière fois, et j'ai dit, encore pas fait pour nous. J'ai encore pas fait pour nous. Bon, en bâti mon travail. Bon, non, je ne vais pas dire en bâti mon travail, puisque je sais que déjà, on est déjà peut-être en sur-effectif. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Or, ce qu'il faudrait faire, la région maintenant qui a 40%, l'octroi de mer général, c'est 40% qui va à la région. Parce que quand la région, quelquefois, exonère d'octroi de mer certains produits, elle ne le fait jamais pour sa part à elle. C'est la région qui décide. Bon, les communes sont là, ils savent comment ça va passer. La région, ils décident d'augmenter ou de baisser. Par exemple, il y a eu un problème avec le Covid, ils ont exonéré un certain nombre de produits d'entretien, d'hygiène. Bon. Mais ils ont exonéré la part
des communes, pas la part de la région, les 2,5%. Donc maintenant, il faudrait que les élus régionaux, c'est pas simplement aller toucher un mandat, il faut qu'il y ait un vrai débat. Bon, vous avez reçu 90 millions d'octroi de mer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, je pense qu'il faut qu'on aide les petites entreprises. Il faut qu'on favorise le développement agricole. Il faut qu'on fasse, je ne sais pas moi, des choses qui aillent dans le développement. Là, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas la recette qui fait le problème. Ce sont les gens qui gèrent mal hein, le truc. Je m'entends et je pense que c'est pour ça que justement... S'il n'y a pas de débat en Guadeloupe, tu auras la télévision, bon, les gars, ils sont là, ils signent, bon... Il y a une réflexion aussi de fond qui est problématique. Les collectivités demandent l'octroi de mer. Quand on parle d'octroi de mer, de modifier l'octroi de mer, les élus, tout de suite, il n'est pas manié l'octroi de mer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'octroi de mer est une taxe qui est sur les entrants. Donc forcément, ça veut dire que l'intérêt des communes, c'est de faire entrer des produits en Guadeloupe. Et donc là, on est dans quelque chose qui frise la folie. C'est-à-dire qu'on parle de marché local, on parle de développer le marché intérieur, on parle d'autonomie, mais en même temps, on vit et plus il y a d'intrants, plus nous comptons. Donc là, il y a un double jeu qui n'est pas sain. D'accord. Non, mais je comprends ce que tu dis. Moi, j'ai fait un article, je te l'enverrai d'ailleurs, c'est paru en France entière il y a quelques années, et je disais que l'octroi de mer, on ne peut pas utiliser l'octroi de mer autrement que comme recette. Bon, après, il faut faire autre chose avec. Et dans le livre que je viens d'écrire là, L'autonomie viable, je dis l'octroi de mer, il faut garder l'octroi de mer maintenant, mais d'une manière provisoire. C'est-à-dire le temps de récupérer de nouvelles recettes. Parce que si tu enlèves ça, je prends un exemple, hein, comme j'entends, il faut tirer ça. Mais le tirer, mais c'est irresponsable. Oui, on est d'accord. C'est 300 millions. 300 millions que tu enlèves aux communes. Pour certaines communes, c'est 60%. La commune de Vieux-Fort, plus la commune est petite, plus c'est important. Donc c'est 60%. Donc la commune ne peut pas vivre. Bon, je rappelle en passant qu'il n'y a que 25% des Guadeloupéens qui paient, 22% qui paient l'impôt sur le revenu. Ça veut dire globalement, on est pauvre. On est pauvre. Bon, on n'est pas, c'est pas la région Île-de-France, hein, on est pauvre. Donc, tu en as besoin maintenant. Après, il faut mettre en place autre chose. Alors, autre chose, eh bien, il faut envisager, par exemple, je prends un exemple, en France, il y a une taxe sur les alcools. Et les alcools, alors c'est eux qui ont décidé, hein, c'est peut-être pas une bonne chose, mais les alcools de plus de 11 degrés payent plus cher que les alcools, par exemple, les alcools le rhum va payer plus que le vin, parce que le vin, c'est en général 11 degrés, et la bière ne paye pas beaucoup. Bon, peut-être que si tu ne fais pas de bière, peut-être qu'il faut peut-être augmenter sur la bière. C'est pas une mauvaise chose. Bon, enfin bref, il faut mettre en place une autre fiscalité pour que les recettes aillent en direction de la production. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai parlé de fonds d'intervention. C'est-à-dire que tu conseilles, tu aides les producteurs à s'organiser. Comme en Europe, hein. Ils vont organiser la filière bovine. Bon, ici, on ne produit que 17% de consommation de viande. 17%. Il y avait un débat à la télévision, mais c'est 17%. C'est-à-dire qu'on approche du taux zéro. La viande qu'on mange, de plus en plus, elle vient d'ailleurs. Bon, eh bien, tu dis aux gens, organisez-vous en filière, et nous, en tant que pouvoir public, on va vous aider. On va vous aider de toutes sortes de manières, en vous aidant à vous équiper, à faire des fermes agricoles. On vous donne de l'argent. Parce que si vous créez de la richesse, vous faites en sorte que l'argent reste en Guadeloupe, et surtout, vous créez des emplois. Et quand vous créez des emplois, les gens vont consommer. Tandis que maintenant, quand les gens ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ou ils sont laissés pour compte, ou bien ils prennent l'avion, ils partent ailleurs. C'est la désespérance. Et la population vieillit. Alors, j'ai bien aimé l'idée qu'on puisse parler de l'octroi de mer d'abord, parce que ça nous permet de voir les écueils, les problématiques, dans un cadre où on imagine une fiscalité locale, beaucoup plus étendue. Donc ça veut dire, ça sous-entend que... Plus moderne. Ouais. Beaucoup plus moderne. Ouais. Ça sous-entend que on doit concevoir dès le départ notre projet de développement, le ou les projets, puisqu'on peut y avoir plusieurs orientations. Il y a l'économie verte, on aime bien parler de ce mot-là, mais moi je vois le projet que notre ami
sur les plantes médicinales, sur les Ah oui, orientations. Henri Joseph Ouais. avec la cosmétique. Ouais. C'est un projet éminemment novateur. C'est un projet qui est durable, qui emploie et qui va nous emmener vers un développement puisque nous avons des spécificités en termes de territoire qui ne sont présents nulle part ailleurs. Donc il y a des leviers. Il faut aider. Donc il faut peut-être aider, que, justement, dans le cadre de cette fiscalité qu'on aimerait gérer, qu'il y ait déjà, dès le départ, une réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre, et ça, je te donne la réponse, j'attends la réponse, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce millefeuille de gouvernance où tout ce que nous produisons en termes de taxes repart sur le national, comment on peut penser sur une orientation ou des orientations spécifiques qui peuvent, parce que quand on dit orientation, et c'est pour ça que j'insiste auprès de nos téléspectateurs, une orientation, si je décide de favoriser tel ou tel secteur, c'est comme par exemple le Qatar. Comment le Qatar arrive en très peu de temps à avoir une phase de développement? C'est parce qu'ils se rendent compte, nos réserves s'amenuisent, il faut axer le pays vers le tourisme. Et l'État investit pour une orientation précise. Et c'est ça qu'on voit. Quand Trump, aujourd'hui, heureusement, parce que dans son mauvais côté, il y a le bon côté aussi, parce que ce qu'il a proposé, c'est de bouger les taxes en fonction des besoins du pays. Dit, les Américains d'abord. C'est une réflexion qui a bouleversé le monde. Il défend son pays. Qui défend son pays. Donc ça veut dire que je te taxe parce que tes produits sont en concurrence avec les miens et je décide du taux de taxe en fonction de ma rentabilité. Tout à fait. Est-ce que tout ça, cette réflexion-là doit être emmenée et sous quelles conditions? Tout à fait. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi. Bon, alors, il faut tout revoir. C'est pour ça que je conseille aux gens, bon, malheureusement, c'est plus en librairie, ce livre-là, l'autonomie viable, et une fiscalité, une fiscalité, je sais pas si tu peux mettre, une fiscalité au service de la Guadeloupe. Alors, je vais prendre un exemple qui est d'actualité pour compléter ce que tu dis là. Il faut aider les producteurs. C'est pour ça que je parlais que les gens doivent s'organiser aussi, qu'il y ait des vraies filières. C'est-à-dire, bon, et donc, mais si on est autonome, on ne peut pas attendre tout de la France, sinon on n'est pas autonome. Qui paie décide? Bon. Je vais prendre un exemple pour aller dans le sens de ce que tu dis là. Il y a eu un grand débat sur la géothermie. Là aussi, ça fait partie des combats que j'ai menés. En 2016, où j'ai essayé avec d'autres, surtout des anticolonialistes, on a essayé de s'opposer à la vente de la centrale. Bon. Ça a été vendu à une multinationale, Ormat, qui a triplé ses bénéfices depuis là. Il a fait 6 millions, maintenant il a 20 millions. Voilà. Bon, personne ne connaît. Bon. Là, on parle de développement. Il paie des impôts à la France. Ouais. Bon, puisque les impôts sur les sociétés, c'est bon. Et ce qui se passe là, bon, alors en passant, je profite pour donner une information aux Guadeloupéens. La centrale qui appartenait à une filiale d'EDF a été vendue, donc de l'État. EDF, c'était une entreprise nationalisée, a été vendue 50 millions. 50 millions, et l'argent a été dans les caisses de l'État. On n'a pas eu un centime en Guadeloupe. Bon. Et la ville de Bouillante profite, je crois que c'est 300 000 euros par an. Bon, c'est un pourboire. Bon, parce que depuis le début, c'est la même somme. Bon. Alors, je veux revenir sur comment on peut récupérer l'argent là. Mais tout ça pour dire que cette entreprise-là est là en Guadeloupe. Et il y a une autre entreprise, une multinationale aussi, Albioma, qui a demandé un permis de recherche de Vieux-Fort jusqu'à Cabestère, parce qu'ils savent qu'il y a encore un potentiel à développer. C'est le même projet que M. Bougré aussi. Oui, mais seulement que Bougré n'est pas une multinationale, il n'a pas les moyens techniques, ni industriels, ni financiers. Bon. Sauf que son Guadeloupéen. Son Guadeloupéen, oui. mais mon cas est ça dans la logique économique. On est d'accord. Alors, nous, ce qu'on dit, si la Guadeloupe est autonome, elle doit être autonome, il faut qu'on demande qu'on nous transfère, parce qu'on parle de transfert de compétences, mais je n'ai jamais entendu parler de celui-là. Transfert du code minier, je le dis publiquement à tout le monde. Ça, c'est fondamental, parce qu'il y a une richesse extraordinaire ici dans notre sol et dans notre sous-sol. Et peut-être il y a d'autres choses qu'on ignore, puisque j'ai parlé de la mer, la ZEE, il y a aussi des richesses là. Donc si, pour l'instant, les sociétés, Albiona a demandé un permis de recherche, après le permis de recherche, il va trouver, parce que s'il demande à rechercher, c'est qu'il y a ça. Bon, ils vont demander le permis d'exploitation, et ils vont demander ça à l'État français. Bon, nous, on dit, si on a le code minier,
c'est nous qui allons accorder les permis de recherche d'exploitation, mais en contrepartie, tu as pris l'exemple du Qatar, ça m'intéresse parce que comment s'est développé ces pays du Golfe-là? C'est parce qu'ils ont permis à des compagnies anglaises et américaines d'exploiter leur pétrole, mais en échange, ils avaient une redevance qui a permis d'avoir ce qu'on appelle les pétrodollars. Et c'est grâce à ces redevances qui pouvaient monter jusqu'à 20%, ils ont 20% de la richesse produite qui sont devenus riches. Bon, eh bien nous, en Guadeloupe, parmi les recettes nouvelles, on va demander que ces grosses entreprises-là paient une redevance qui pourrait aller, en général, c'est 15%, entre 10 et 15%. Bon, et cette redevance-là irait dans le budget du pays Guadeloupe, hein, et ça permettrait. Et plus ces entreprises font de l'argent, plus de cette recette va augmenter, puisque c'est en pourcentage. Là, au début, on a fait 6 millions, maintenant ils sont à 20 millions. Demain, ils vont monter à 25 points parce qu'ils se... Oui, parce qu'il y a un projet voilà d'extension. des types de recettes Alors, que nous pouvons avoir, mais il faut avoir le pouvoir. Une question, mais en fait, bon, je rigole déjà, parce qu'on sait que faire en sorte que la France donne le code minier, c'est... À statut autonome, on peut te le dire, parce oui, qu'à Nouvelle-Calédonie, non. Hein? Oui, ouais. Le problème, c'est quoi? À partir du moment que la France va donner le code minier, si elle autorise le code minier en Guadeloupe, il ne faut pas oublier que la Guyane, c'est un levier. S'ils perdent le code minier en Guyane, c'est fini. Parce que tu as le pétrole, tu as l'or, tu as l'exploitation du bois en Guyane, et les Guyanais commencent à dire, de plus en plus, on l'entend. S'ils ne peuvent pas gérer nous, laissez-nous gérer nous-mêmes. Ah ben ouais, il y a une raison. Il y a une raison. Ouais, une raison. Donc, est-ce que la France va autoriser ce code minier-là pour la Guadeloupe en sachant que très rapidement, les autres départements, enfin pas départements, collectivités, territoires vont peut-être demander. Donc ça m'étonnerait que ça passe. Non, mais il faut... Alors, la question, c'est... on parle beaucoup de loi organique. Oui. Mais il faut mettre en contenu. C'est pour ça que les gens ont raison de dire qu'il faut... Je ne dis pas qu'il faut consulter, puisque de toute manière, il y aura une consultation. Tout à fait, c'est obligatoire. Il faut discuter avec les gens. Il faut parler avec les gens. Bon, moi, je suis plus président, mais j'étais président fondateur du CIPA. Le nom, c'est Comité d'initiative pour un projet alternatif. Le mot alternatif est important. Donc, parmi si c'est pour simplement avoir un drapeau ou l'hymne, c'est pas suffisant. C'est accessoire. Donc, il faut ça. Mais il ne faut pas que ça. Donc, il faut avoir un certain nombre de pouvoirs. Et le pouvoir, par exemple, je prends le code minier, pour moi, c'est très important parce que ça peut nous permettre de régler un certain nombre de problèmes. Déjà, donner les autorisations. Bon, parce que si tu donnes l'autorisation, tu peux mettre des conditions au niveau écologique, au niveau business et compagnie. Bon, donc, il faut le faire parce que, évidemment, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des morts. Bon, mais ils ont le code minier. Et il y a 3 entreprises qui exploitent le nickel. Et parmi les entreprises, il y en a une qui appartient à une multinationale, il y en a une qui est mixte, Capitoumi, et il y en a une qui appartient au truc. Et ça rapporte des sous. Tu as dit dans ton œuvre qu'il faut qu'il y ait une réforme du modèle économique dans les Outre-mer. C'est la question de la réforme. Déjà parler de modèle économique pour les Outre-mer, c'est un discours qu'on n'entend jamais. Oui, parce qu'on est toujours dans les structures de l'économie coloniale. Tu vois bien, quand on dit d'exportation, tu vois bien qu'on exporte le sucre et la banane. Bon, d'ailleurs, le sucre de moins en moins. De moins en moins, c'est pour ça qu'on a des difficultés, la banane. Mais on n'a pas développé des cultures qu'on pourrait. Par exemple, moi, il y a un monsieur qui vient de mourir, là, monsieur Cranan, qui faisait du café de très bonne qualité. Mais comme cueillette à la main, il y a beaucoup de difficultés, son café est forcément plus cher. Tout à fait. Bon, mais ça, c'est un créneau qu'on pourrait prendre, faire des choses de qualité. C'est du luxe. On peut très bien rester sur une déclinaison artisanale, faire de la qualité et s'orienter vers un marché du luxe. Tout à fait. Parce que tu as parlé du café. J'ai découvert qu'il y avait des cigares aussi, avec du tabac de Guadeloupe. On faisait ça, on a fait ça avant du tabac. Bon, il y a des choses comme ça, même le cacao. On peut faire des choses pour la production locale. Parce que quand il y a la qualité, il y a quand même une clientèle qui est capable de payer un peu plus cher. Parce que quand tu vas acheter le vin, tu n'achètes pas le vin le moins cher. Oui. Tu veux te payer, je ne vais pas citer de nom, mais si tu peux payer un bon vin et que tu as les moyens, tu le payes. Donc le café, c'est pareil. Tu peux avoir des cafés qui viennent d'ailleurs,
ou des cafés qui viennent, qui sont torréfiés en Guadeloupe, mais qui ne sont pas des cafés guadeloupéens. Tu peux avoir du café de Guadeloupe et de très bonne qualité. Bon, mais ça a un prix, et ce prix-là, pour baisser le prix, pour qu'il soit accessible à un plus grand nombre, il faut aider les producteurs. Moi, je tiens beaucoup à la notion d'aider les producteurs. Et pour ce faire, il faut des moyens, voilà, moyens financiers. On repart pour une deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne sur la question du modèle économique parce qu'aujourd'hui, au niveau de la géopolitique, on se rend bien compte que chaque pays a précisément défini un modèle économique. Tout à fait. Et utilise ce levier pour justement dans le concert des nations. À tout à l'heure.